Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Une des choses qui nous aura le plus marqué en 2018 à Je vote pour la science, ce sera sans doute les mouvements citoyens en faveur du climat. Souvenez-vous, il y a eu la signature du pacte de transition au Québec. Nous avons d'ailleurs parlé de ça en novembre dernier, si vous voulez la réécouter. Tandis qu'en France, une initiative identique rassemblait les Français autour de ce qu'on appelle l'affaire du siècle. Ce qui nous a emballés plus particulièrement, ce sont tous ces jeunes qui se sont levés pour dénoncer l'immobilisme des gouvernements face au changement climatique. Comme cette jeune Suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, qui a livré un discours plus que mémorable à la récente rencontre intergouvernementale pour le climat, la COP24. De nombreux jeunes ont choisi la voie de la justice pour se faire entendre et de nombreuses poursuites judiciaires ont été déposées aux États-Unis, en Belgique ou encore en Nouvelle-Zélande. Ici aussi, de jeunes Québécois veulent poursuivre le gouvernement du Canada pour son inaction dans la lutte au changement climatique. L'organisme Environnement Jeunesse a déposé ainsi une demande d'autorisation à la Cour supérieure du Québec pour une action collective au nom de tous les jeunes Québécois de 35 ans et moins contre le gouvernement du Canada. Au-delà de ce geste courageux, il convient de s'interroger sur la portée réelle de ces poursuites et en d'autres mots, est-ce que cela aura suffisamment de poids pour fouetter les gouvernements à agir plus rapidement en faveur du climat et à renoncer par exemple à l'exploitation des énergies fossiles? Comment ne pas penser au sable bitumineux albertain? Les jeunes qui se mobilisent au sein de l'appareil judiciaire s'apprêtent à rencontrer de nombreuses résistances et ils feront face à un long processus. Avec l'urgence climatique à nos portes, nous allons écouter ce qu'ils ont à nous dire. Restez là. Pour parler des poursuites entreprises par les jeunes pour pousser le gouvernement à agir plus rapidement pour le climat, je suis en compagnie de Catherine Gauthier, directrice générale d'Environnement Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Et de deux jeunes représentants de cette initiative, Zai Saint-Pierre-Bourdelais, 19 ans, aux études en technologie de l'architecture au Cégep de Vieux-Montréal. Bonjour. Bonjour. David Morin, 20 ans, étudiant et vice-président politique et communication d'Environnement Jeunesse. Bonjour. Et je suis en compagnie aussi de Maître Karine Pelofi, avocate experte en droit du climat et ancienne directrice du Centre québécois du droit en environnement. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les quatre. Pour commencer, Madame Gauthier, pourquoi poursuivre le gouvernement canadien pour son inaction en faveur du climat? Comme on le voit dans les dernières semaines, puis même dans les derniers mois, la crise climatique est bel et bien réelle. Un rapport récent publié en octobre dernier du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat nous rappelle l'urgence d'agir pour éviter les pires catastrophes climatiques. Et du point de vue de la jeunesse, quand on parle des impacts à l'aube de 2030 ou 2050, c'est des enjeux qui vont nous frapper de plein fouet. Donc on est convaincus que les jeunes ont leur mot à dire quand on parle de politique climatique. Et pour nous, c'était très important aussi de lancer un message clair au gouvernement qui ne peut pas prendre des engagements internationaux comme l'accord de Paris, puis ensuite revenir ici au Canada et ne rien faire, ce qui compromet nos droits humains, un environnement sain, entre autres. Justement, on en a deux en studio, deux jeunes. Donc, cette action s'inscrit dans un mouvement plus mondial. On a deux jeunes représentants de cette initiative donc, québécoise. Expliquez-nous peut-être les raisons de votre engagement, Zai. Moi, mon engagement, en fait, elle est née de ma passion pour l'architecture écologique et autosuffisante. En fait, j'étudie en architecture, donc tous les jours, en fait, je m'applique à essayer de concevoir des maisons pour le monde de demain. Donc, essayer de réfléchir à comment est-ce que les futures générations vont vivre le monde de demain et les changements climatiques sont nécessairement présents dans la majorité de mes réflexions, en fait. Pour moi, ça s'annonce vraiment comme un gros combat que ma génération va devoir faire et puis que le plus tôt possible, en fait, on doit commencer par faire des actions concrètes parce que nos gouvernements ne nous soutiennent pas. Le gouvernement ne nous soutient pas, en fait, et ne respecte même pas ses engagements et nuit à nos droits, en fait, par son inaction climatique. Donc, je pense que c'est le temps qu'on se lève et puis qu'on fasse quelque chose parce que c'est nous qui vont subir les conséquences pour le reste de notre vie, en fait. Je suppose, David, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et aussi, moi, c'est aussi lié à un sentiment d'injustice puis une frustration face, justement, comme Catherine disait plus tôt, face aux rapports scientifiques qui sont de plus en plus nombreux.
versus il y a une déconnexion entre ces rapports scientifiques-là puis l'inaction du gouvernement. C'est ça qui vous frustre? Oui. Catherine Gauthier, c'est une cause qui a été déjà faite par d'autres pays. Les Pays-Bas se sont risqués à ça et ont gagné. Expliquez-nous un petit peu. On voit plusieurs exemples ailleurs dans le monde, des cas extrêmement inspirants où des jeunes vont poursuivre leur gouvernement pour exiger une action climatique plus robuste pour protéger leur futur. Ça a été le cas, comme vous le mentionnez, aux Pays-Bas, avec différents groupes. Dans certains cas, c'est des jeunes, d'autres fois, c'est des groupes de citoyens, là, comme on l'a vu aux Pays-Bas, qui ont poursuivi leur gouvernement et la Cour leur a donné raison, bien que cette cause-là là, soit encore débattue là, dans les tribunaux. Et la Cour a ordonné au gouvernement d'adopter une cible qui soit plus contraignante, ainsi qu'un plan d'action là pour lutter plus efficacement contre les changements climatiques. Il y a des recours similaires là qui ont lieu même chez nos voisins du Sud là, aux États-Unis. Donc c'est des cas qui vont être particulièrement intéressants et qui sont pas seulement symboliques. Il y a vraiment un pouvoir contraignant là que les cours, que nos tribunaux ont, d'ordonner par exemple au gouvernement de respecter ses engagements, parce que comme on le voit, même si notre premier ministre actuel puis les anciens premiers ministres, les gouvernements en fait des 25 dernières années se sont vantés d'agir en matière de changement climatique. Force est de constater que nos émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé d'augmenter de manière très significative. Puis on est très loin même d'un plafonnement de nos émissions, ce qui est d'autant plus inquiétant. Oui. Maître Peloffi, ce type de procédure prend du temps. Il faut d'abord que la poursuite soit jugée recevable. Oui, effectivement. Et dans la cause spécifique là, qui ont été engagées par Environnement Jeunesse, on parle de recours collectif. Donc, il y a une étape préalable qui est la demande d'autorisation. Donc, ça, on peut s'attendre à ce que ça prenne environ un an. Et si la cause va de l'avant après ça, ben là, oui, on peut s'attendre que ce serait très sympathique en fait que le gouvernement canadien décide j'acquiesce, je suis d'accord et on va prendre une cible plus ambitieuse et on va l'atteindre, mais c'est peut-être plus probable qu'ils se battent contre ce précédent qui serait quand même assez important jusqu'à la Cour suprême, donc on peut parler plusieurs années. Oui. Donc est-ce que ça vous décourage pas, Madame Gauthier? Pour ma part, je suis découragée en fait qu'on en soit rendu là. J'aurais aimé, quand on parlait de l'urgence climatique, personnellement, je m'implique là en environnement depuis que je suis élève au secondaire. Donc, j'aurais aimé voir un changement drastique, un changement de cap au cours de ces dernières années-là. Donc, j'ai passé la moitié de ma vie à m'impliquer en environnement, puis je suis effectivement un peu découragée qu'on en soit là, puis de voir que nos gouvernements qui sont théoriquement responsables de protéger notre avenir, de prendre des décisions pour le bien-être des citoyens, continuent de soutenir, par exemple, une industrie pétrolière qui va complètement à contresens là des objectifs qu'on peut avoir en tant que société ou globalement de manière équitable pour l'ensemble des gens sur la planète, puis pour protéger la biodiversité. Donc ça, c'est décourageant, frustrant, puis j'ai en participant à différentes négociations internationales sur les changements climatiques. C'est sûr qu'en tant que Canadienne, j'ai un peu honte de voir qu'on est parmi les pires pollueurs, si ce n'est pas le pire pollueur per capita sur la planète. Donc ça, c'est une position extrêmement gênante et honteuse. Mais en contrepartie, je vais me battre pour mon futur parce qu'on n'a qu'une seule planète, on n'a qu'une seule vie à vivre, puis je vois pas d'autre issue. Puis un mouvement mondial, on n'est vraiment pas les seuls. On a pris la rue, on a fait de l'éducation relative à l'environnement pendant des années, on prend les tribunaux. Donc, il y a un ensemble de moyens qui sont utilisés par les citoyens. Puis, on ne baissera pas les bras, là, ça, c'est certain. Oui. Maître Peloffi, c'est pas la première fois. Il y a d'autres pays aussi où les citoyens sont mobilisés et vont dans les cours de justice pour avoir gain de cause pour leurs droits et pour le climat. Oui, effectivement, là, on parle vraiment d'une mouvance mondiale en émergence, surtout dans les dernières années. Je dirais qu'il y a eu 2 vagues, mais souvent, justement, les vagues viennent au moment où on a des gouvernements qui font clairement rien pour faire avancer les choses. Et au Canada, on a un peu cette situation-là, dans le sens que on a certaines promesses, certaines avancées, une taxe carbone qui est symboliquement importante, mais qui exempte la plupart de l'industrie pétrolière, qui est l'industrie la plus polluante. Donc, et on a aussi un gouvernement en ce moment qui, dans les 2 premières années de son mandat, ont donné plus de subventions aux industries pétrolières que dans les 2 dernières années du mandat du Parti conservateur avant. Donc, c'est un moment assez clé, je pense, pour lancer ce type de recours-là. On a vu la même chose aux États-Unis, des grandes vagues quand on avait l'administration Bush et ensuite avec l'administration Trump, il y a énormément de causes qui ont été lancées pour essayer de combattre son exercice de déréglementation de la protection de l'environnement. Est-ce que ça vous décourage, ça, d'en être arrivé là, d'en être... En fait, je ressens plutôt un sentiment d'impuissance face à, par exemple, je vais faire des actions écologiques
comme un peu tous les jours dans mon quotidien, c'est un peu inculqué dans ma vie, aussi dans ma famille, mais quand on regarde plus globalement, le fait que notre gouvernement ne prenne pas d'actions qui suivent ses promesses, je trouve ça, en fait, oui, c'est décourageant. Et puis, j'ai l'impression que le problème climatique, en fait, est tellement plus global et tellement plus grand que ça dépasse, en fait, notre vision. J'ai l'impression que moi, en tant que Canadien, je ne verrai probablement jamais les pires conséquences des réchauffements climatiques. Autant que c'est un peu notre consommation, notre mode de vie qui crée tous ces déchets-là, crée toute cette pollution-là, mais nous, on sera pas les premières personnes qui vont en être victimes, ce qui fait que j'ai l'impression que ça pourrait durer trop longtemps, et puis qu'en fait, on est déjà rendu dans on a passé la limite de où est-ce qu'on aurait dû aller. L'humain a comme on a trop pris sur la planète, en fait. Il y a une biosphère, en fait, qu'on a découvert. On est le seul endroit que l'on connaît dans l'univers où est-ce qu'il y a la vie, et puis on est en train de la massacrer complètement. Et puis ça, oui, ça me rend très triste, en fait. J'ai beaucoup de peine quand je pense à mon futur, plus que de la frustration, parce que c'est tellement un peu de la faute à tout le monde et de la faute à personne que je sais pas où la responsabilité individuelle va. C'est pour ça que je suis vraiment content que on puisse, toutes les 35 ans et moins, en fait, lancer un recours collectif contre le gouvernement, parce que clairement, le gouvernement a été élu pour penser à notre bien-être. C'est pas ça qui se passe en ce moment. Non, pas du tout. Au niveau de la répartition du fardeau climatique, parce que c'est souvent ça là, dont il est question, à savoir qui est responsable. Est-ce que c'est les citoyens, les municipalités, est-ce que c'est les entreprises? On voit clairement que les entreprises ont un très grand rôle dans les émissions de gaz à effet de serre. Puis comme citoyen, mais souvent, on se sent un peu impuissant ou ça peut amener une certaine forme de déresponsabilisation en se disant, j'ai bien beau acheter le plus possible zéro déchet, me déplacer à vélo à l'année, réduire mes déplacements en avion, devenir végétarien, mais pendant ce temps-là, des entreprises ou même notre gouvernement vont acheter un pipeline. Donc, ça vient en quelque sorte nous donner une forme de frustration, d'impuissance. Puis en particulier, pour les jeunes, dont certains sont même pas en âge de voter, ça génère une grande forme de frustration. Puis on se dit, à quoi ça sert tout ça si les décisions à plus grande échelle suivent pas du tout l'orientation là, que prennent de plus en plus de citoyens. Donc, il y a une forme de frustration là. Puis ça se répercute aussi peut-être à l'échelle internationale dans les négociations climatiques où les pays les plus pauvres vont dire on veut bien agir, mais nous on a besoin de se développer, on lutte contre la pauvreté. Puis on voit pendant ce temps-là des pays comme le Canada, les États-Unis ou même la Russie, le Koweït, tenter de bloquer ou de ralentir les négociations alors qu'ils ont une plus grande part de responsabilité à prendre le leadership là, pour que ensuite d'autres pays puissent adopter une transition là, énergétique. C'est un beau point. Maître Pelofi, il existe d'autres poursuites donc du même genre dans différents pays. Qu'est-ce qui diffère ou ressemble à celle qu'on a là ce matin sur la table par Environnement Jeunesse? Je vais répondre à la question, mais j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que c'est quelque chose qui, moi, m'affecte beaucoup. Quand on dit, c'est la faute à tout le monde et personne en même temps, je pense qu'on reprend un message clé de l'industrie qui est la plus responsable de ces dommages-là et qu'on lui rend service et qu'on se rend un desservice. Je pense que si on regarde, si on fait une petite analyse de pouvoir en société, on se rend compte que justement, il y a des acteurs qui ont beaucoup plus d'influence sur des décisions structurantes qui sont les décisions qui donnent les choix aux citoyens de est-ce qu'il y a une alternative de transport en commun à la voiture. S'il y en a pas, on a beau se sentir mal puis déprimé, on n'a pas de choix. Et donc on voit que dans plusieurs pays, justement, où il y a une industrie pétrolière importante, ça a un énorme effet sur la démocratie puis les droits humains. Puis je pense qu'on est en train de voir ça au Canada. À chaque fois que le Canada veut prendre des actions structurantes pour faire la lutte au changement climatique, on a une opposition extrêmement concertée de l'industrie pétrolière et de l'Alberta pour s'assurer que ça se passe pas. Et donc, je pense que c'est important, oui, de faire des gestes individuels, mais de toujours ramener, de dire, attendez, il y a des acteurs qui ont du pouvoir et ils ne l'utilisent pas pour le bien commun. Et c'est là que je pense que l'action est la plus importante. Et c'est pour ça que des recours comme ont entrepris Environnement Jeunesse sont extrêmement importants. Il faut savoir qu'il y a aussi des recours qui sont pris directement contre l'industrie pétrolière et des hydrocarbures fossiles, justement pour le rôle qu'ils ont eu dans la négation de la science, des campagnes de désinformation, pour éviter qu'il y ait des actions politiques sur le sujet. Et on pourra en parler si ça vous intéresse. Mais donc, pour revenir à la question de
Qu'est-ce qui diffère ou qui est commun avec le recours qui a été pris par Environnement Jeunesse? Je pense qu'on a une première canadienne, une première internationale aussi. Je pense que c'est le premier recours collectif qui a été entrepris pour des questions climatiques. Je pense que c'est aussi le premier recours qui demande des dommages punitifs pour l'inaction passée. Et donc ça, ce sont des premières et c'est un peu je pense que le véhicule procédural qui a été pris est unique un peu au Québec parce qu'on prend un peu... je pense que c'est influencé par la décision qui a été rendue là, dans la cause de Volkswagen là, pour le Dieselgate, quand Volkswagen avait menti sur les émissions des véhicules. Il y avait un recours qui avait été entrepris par la QLPA au nom de tous les Québécois et la Cour a accepté que le recours aille de l'avant sur la base de dommages punitifs parce qu'il y avait eu violation de nos lois environnementales. Et donc, je pense qu'on reprend cette idée-là avec ce recours-ci pour ce qui est des dommages punitifs. Et donc, on a une première. Oui, mais le fait qu'au Canada, il y a différentes provinces et donc différents fois, le fait que ça vienne du Québec, est-ce que ça dilue pas un petit peu au point de vue du droit par rapport aux autres provinces qui pourraient justement se détacher de la cause et dire ah non, nous nos jeunes n'embarquent pas dans ce... Mais c'est sûr que c'est un recours collectif qui ne vise que les jeunes du Québec, mais souvent ce qui se passe c'est au Canada, un recours collectif va être pris au Québec parce qu'on a un système de recours collectif qui est quand même relativement plus favorable aux demandeurs que dans d'autres provinces. Donc, souvent, les recours collectifs sont entrepris au Québec. S'ils sont victorieux, les autres provinces copient tout. Oui. Mais ça reste que la décision attaque le gouvernement fédéral, en partie sur la base de la charte fédérale. Et donc, l'effet de la décision va être à travers le Canada. Mais on a le bénéfice d'utiliser le droit du Québec qui est un peu plus progressiste et offre des poignées que le droit fédéral n'offre pas. Notamment avec le droit à un environnement sain qui est prévu dans la charte québécoise et non pas dans la charte fédérale. Donc, ça vient donner, effectivement, comme vous le dites, là, une poignée de plus au recours. Est-ce que c'est quelque chose, Madame Gauthier, auquel vous aviez songé? Le fait que, d'accord, c'est des jeunes Québécois, il y aurait des jeunes ailleurs qui pourraient ou ne pourraient pas embarquer dans votre mouvement, finalement, et vous appuyer? Même si le recours est fait en vertu des lois québécoises et canadiennes et qu'on vise à protéger en fait les droits au nom des jeunes Canadiens, des jeunes Québécois, de 35 ans et moins, ça n'empêche pas que les répercussions, les résultats de cette action-là peuvent avoir des impacts positifs sur l'ensemble des jeunes et ce partout dans le monde. Puis Environnement Jeunesse, comme notre mission, c'est de sensibiliser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux puis de leur offrir des opportunités d'action. On pouvait pas prétendre non plus représenter l'ensemble des jeunes canadiens ou même internationaux. Donc, c'est une des raisons peut-être un peu plus pragmatique là, de cette action. Puis c'est certain que toutes les actions qui sont entreprises peuvent également toucher un ensemble de personnes de toutes les générations. On le sait, les personnes âgées, par exemple, quand il y a des vagues de chaleur extrêmes, au même titre que les jeunes enfants, sont vulnérables, donc extrêmement à risque. On a vu un grand nombre de décès là aux deux extrémités là, de la population. Donc ça peut avoir un effet bénéfique là, sur des personnes âgées également. Oui. David, qu'est-ce qui vous motive dans ce mouvement-là, d'avoir embarqué dans cette poursuite-là? Je pense que ça donne beaucoup de crédibilité à des revendications que la société civile a depuis plusieurs années. Puis le fait que ça soit en cours, qu'on emprunte la voie légale, ça donne une crédibilité. Ouais, ça prouve en fait que c'est des vraies violations de droits et non juste... ça le prouve pas encore, mais éventuellement, ça risque de prouver qu'il y a des vraies violations des droits. Oui, qu'il y a une cause à défendre, finalement. Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est vrai que ça vient donner beaucoup plus de poids à des revendications. Puis ça vient montrer que les jeunes aussi sont sérieux, sont vraiment préoccupés. Puis c'est des enjeux. Souvent, on va se faire dire « Ah, c'est beau vos projets. Ah, c'est inspirant et tout. » Mais je pense qu'on veut que les jeunes jouent un autre rôle que de dire « Ah, ben, ils sont non bien cute, ces jeunes-là. » On veut voir aussi que les jeunes ont des compétences, ont des revendications, puis qu'elles sont sérieuses et qu'elles ont le mérite aussi d'être appuyées en droit. Puis ça peut évidemment là provoquer un débat public, puis peut-être attirer des personnes qui étaient peut-être pas sensibles ou pour qui les manifestations, ça les rejoignait pas. Mais peut-être qu'une action juridique, ils vont peut-être avoir un intérêt à regarder de plus près, quelles sont leurs revendications. Et puis ça peut donner peut-être une twist qui est un peu différente là, parce qu'on a vraiment besoin de mobiliser toutes les personnes de la société. Maître Peloffi, peut-on faire le parallèle avec des poursuites contre les compagnies de tabac, avec ce genre de poursuites-là, ou pas du tout?
En fait, là, on parle peut-être... De citoyens qui... Oui, c'est ça. Là, on tombe dans l'autre type de poursuite en termes de cible, parce que la cible du recours d'environnement jeunesse, c'est le gouvernement canadien, mais il y a effectivement quand même plusieurs recours qui ont été entrepris. En général, ce sont des villes ou des communautés. Il y a une communauté inuit, et sinon, ce sont des villes américaines en grande partie qui poursuivent les entreprises qui sont directement responsables des émissions de gaz à effet de serre. Aux Philippines, il y a aussi une enquête sur la base des droits humains contre 47 des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre de l'histoire de l'humanité, parce qu'en fait, il y a de la recherche scientifique qui démontre qu'on peut attribuer la majorité des effets climatiques actuels à un nombre limité d'entités. On parle de moins de 90 compagnies qui sont responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de la révolution industrielle. Couplé à ça, certains de ces acteurs-là, on va en nommer seulement un, ExxonMobil, ont été extrêmement actifs dans des campagnes de désinformation sur l'état du consensus scientifique pour justement éviter qu'il y ait une action réglementaire, gouvernementale qui viendrait affecter leur marché. Donc, on parle exactement des mêmes tactiques qu'avait employées l'industrie du tabac pour minimiser les risques de cancer de leurs produits. Et souvent, ils ont même utilisé les mêmes think tanks, les mêmes porte-paroles. Donc, ils ont pris le même modèle. Et donc, ces allégations-là sont faites dans 9 recours aux États-Unis. On voit aussi, il y a un recours qui est entrepris par le procureur général de l'État de New York pour fraude aux actionnaires, dans le fond, parce qu'il dit que en minimisant les probabilités qu'il va y avoir une action climatique robuste pour protéger le climat et donc un coût associé aux émissions de gaz à effet de serre, ils ont un peu surévalué leurs actifs. Donc, il y a un nouveau recours qui a été lancé là-dessus. Donc, on voit justement qu'il y a une grande diversité de recours pour qu'on ait une action climatique. Et certains visent les émetteurs directs. Il y en a d'autres qui, un peu comme dans la cause d'environnement jeunesse et dans la cause qui a été lancée contre la France, une mise en demeure qui est envoyée contre la France à la fin décembre, on reproche de ne pas avoir créé un cadre légal et réglementaire qui amène la réduction des gaz à effet de serre. Donc, il y a une manière directe et indirecte d'y arriver. Les deux manières peuvent être, finalement, c'est la finalité qu'on veut, là. Oui. Madame Gauthier, pour finir, comment les jeunes et les moins jeunes peuvent s'impliquer dans votre mouvement et soutenir cette initiative-là que vous entreprenez? On invite les jeunes en fait toutes les personnes de la société à se rendre sur notre site web enjeu.qc.ca pour adhérer au recours, s'abonner à notre bulletin également pour être tenu informé, pour poursuivre notre action, même si les frais juridiques sont couverts là, de manière pro bono par la firme Trudel Johnston L'Espérance. On invite quand même les gens à faire un don parce qu'on sait que la bataille va être longue puis qu'on va avoir besoin tout au long là, des prochaines années de davantage de sensibilisation puis aussi de personnes pour traduire ce qui se passe d'un point de vue juridique pour que ce soit aussi accessible à l'ensemble de la population. Donc, on invite les gens à être généreux puis à faire un don pour nous soutenir. Sinon, pour toutes les personnes qui se sentent visées là, par le recours, elles sont automatiquement là incluses. Donc, il n'y a pas d'action, c'est pas nécessaire de s'inscrire. C'est aussi ce qui est peut-être un avantage de l'action collective qui est entreprise. Tous les jeunes de 35 ans et moins donc sont automatiquement inclus dans ce recours-là qui vise à protéger leur avenir. Zay et David, pour convaincre vos amis, qu'est-ce que vous leur dites d'embarquer dans ce mouvement-là? Pourquoi est-ce qu'en fait une action comme ça, ça l'amène quand même de l'espoir parce que c'est concret, c'est juridique, c'est dans les lois. Donc on se dit peut-être que ça va motiver plus de personnes, mais les gens sont pas si durs que ça à convaincre qu'il faut poursuivre notre gouvernement pour son inaction climatique parce que il y a des reproches à faire, certainement. Oui, le momentum est là aussi. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Catherine Gauthier, directrice générale d'Environnement Jeunesse, de Zay Saint-Pierre Bourdelais, vous venez de l'entendre, David Morin, et de Maître Karine Pelofi, avocate experte en droit du climat. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. 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 C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Alors bonjour, mon nom est Jean-François Masson, je suis professeur de chimie à l'Université de Montréal et aussi cofondateur de la compagnie Affinité Instruments. En 2019 sera l'année internationale du tableau périodique. Donc, cet anniversaire correspond au 150e anniversaire du dévoilement du tableau périodique par Mendeleïev. La nomenclature des éléments est un aspect relativement intéressant. Les recherches sont en cours pour découvrir d'autres atomes, donc comprendre comment on nomme un nouvel élément est assez important.
Premièrement, nommer un élément est une affaire sérieuse. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Il faut le faire approuver par un organisme international, soit l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Avant 1919, soit la création de l'Union internationale de chimie pure et appliquée, donc son 100e anniversaire également cette année, et c'était un peu le Far West pour la nomenclature des éléments. Donc, il y a eu certaines controverses. Certains chercheurs ont découvert des éléments relativement simultanément. Et la nomenclature était problématique. Donc, savoir comment nommer l'élément a fait place à plusieurs débats. Donc, depuis 1919, toute l'approbation et la supervision de la nomenclature des nouveaux éléments découverts est confiée à l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Ceci est fait par un comité international d'experts lors d'un congrès biannuel. Les derniers éléments découverts y ont été nommés il y a quelques années, soit lors du congrès de 2015 en Corée du Sud. Notez que le congrès de 2021 sera ici même à Montréal et qui sait, peut-être que les prochains éléments seront nommés à Montréal. Pour nommer un élément, il faut être en premier à l'origine de sa découverte. Il n'est jamais facile de découvrir un élément et de confirmer sa découverte est aussi une tâche relativement importante. Nous en sommes dans le tableau périodique. C'était rendu une tâche titanesque. Il faut une équipe de multidisciplinaire absolument importante, mais surtout, ça prend un accélérateur de particules pour effectuer la fusion nucléaire, des instruments de détection de la fine pointe de la technologie, mais surtout plusieurs millions de dollars. Donc, c'est pas accessible nécessairement à tout le monde. Il ne reste que 3 ou 4 équipes internationales qui travaillent sur le sujet. Lorsque les prochaines équipes de chercheurs découvriront les éléments 119 et 120, qui sont les prochains à être découverts, elles soumettront leurs évidences pour vérification scientifique. Si validée, l'équipe à l'origine de la découverte sera invitée à proposer un nom et un symbole pour l'élément. Ce nom doit être inclus dans une des 5 catégories suivantes. Soit la mythologie, qui inclut les astres. Pensons à l'uranium. Alors, ça peut être également à l'origine de minerais, d'un endroit géographique, de propriétés élémentaires ou à l'honneur d'un scientifique. Donc, en attendant l'approbation, l'élément sera nommé par le nombre atomique, donc par exemple 119, soit le nombre de protons et d'électrons de l'atome. C'est peu original, mais ça a l'avantage d'être clair. Ensuite, le nom proposé, pensons à des noms plus locaux, par exemple au québécium ou au rivesium, le comité de chimie inorganique est mandaté d'approuver le nom suite à des consultations avec un panel d'experts. Parmi les noms intéressants, on retrouve le radon, le seul élément nommé pour des découvertes au Canada qui ont été effectuées par Rutherford lors de ses travaux à McGill. Le Rutherfordium, en son honneur, est très intéressant. On peut penser aussi à Copernicum, qui a été nommé en l'honneur de Copernic. Il ne faut pas oublier Mendeleev. Il a aussi un élément nommé en son honneur, soit le numéro 101, Mendeleevium. Donc, si vous avez l'ambition de nommer un nouvel élément, il faudra vous joindre à un des 3 ou 4 laboratoires internationaux experts en la matière. Suite à vos découvertes, vous serez en mesure de penser à un nom original qui tombera dans les 5 catégories mentionnées précédemment et qui laissera votre marque dans le tableau périodique dans le futur. Donc, c'est une invitation à vous lancer dans la recherche scientifique et de découvrir de nouveaux éléments. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous voulez réécouter cette émission? Restez à l'écoute de Radio VM. Nous avons des rediffusions durant toute la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Allez, je vous redonne le site sciencepresse.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, alors partagez-la. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui